Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer l'enregistrement euh, dans le chapitre 2 consacré à la reconnaissance juridique des libertés fondamentales de la section 2. Nous avions vu dans une précédente vidéo la section première consacrée à la constitutionnalisation des libertés fondamentales. Nous allons maintenant voir dans une section 2 la reconnaissance des libertés fondamentales par la loi. Section 2, la reconnaissance des libertés fondamentales par la loi. Alors, examiner ensemble la reconnaissance des libertés fondamentales par la loi, c'est en réalité poser deux questions, à savoir tout d'abord d'envisager les libertés fondamentales comme domaine de compétence par principe du législateur, et on va voir dans ce grand A que le législateur est la compétence et l'autorité qui a la compétence de droit commun pour procéder à l'encadrement de l'exercice des libertés. Et puis, nous verrons dans un second temps, dans cette section 2, les limites à la compétence de principe du législateur. Donc, grand A tout d'abord, les limites, les libertés fondamentales, domaine de compétence par principe du législateur. Grand A, les limites, les libertés fondamentales, domaine de compétence par principe du législateur. Ici aussi, on verra dans ce grand A consacré aux libertés fondamentales, domaine de compétence par principe du législateur, deux points. On verra tout d'abord dans un paragraphe premier le principe constitutionnel, et puis nous verrons dans un paragraphe second les possibilités de choix du régime juridique d'encadrement des libertés. Que peut faire le législateur? Peut-il tout faire? Et quels sont les choix qui s'offrent à lui? Ça nous amènera à revenir sur quelque chose qui a déjà été évoqué, mais sommairement au début, à savoir la distinction entre le régime répressif et le régime préventif, et de dire quelques mots d'un système qui est le système euh, comment dire, de la déclaration préalable que l'on ne peut pas, et j'y reviendrai, considérer comme un troisième régime, mais comme un aménagement possible de chacun des deux premiers, régime répressif avec déclaration préalable ou régime préventif avec déclaration préalable. Donc, paragraphe premier tout d'abord, le principe constitutionnel de la compétence du législateur en matière d'encadrement de régime juridique des libertés fondamentales. Paragraphe premier, le principe constitutionnel. Le principe constitutionnel, il est posé dans la Constitution du 4 octobre 1958, dans l'article 34 de la Constitution, déjà abondamment cité. L'article 34, qui est relatif, qui figure dans le titre 5 de la Constitution, baptisé des rapports entre le Parlement et le gouvernement, en réalité, l'article 34 concerne la loi. L'article 34 commence par un alinéa premier qui nous dit la loi est votée par le Parlement. Donc ça veut dire que les actes législatifs, au moins organiquement, sont des actes qui sont adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat lorsqu'il y a convergence de point de vue entre les deux assemblées, ou par l'Assemblée nationale seule, lorsqu'il n'y a pas de convergence entre les assemblées, et que le gouvernement, qui a la maîtrise de l'ordre du jour des assemblées, décide de demander à l'Assemblée nationale, après une ou deux lectures selon que l'urgence a été décrétée, de statuer seul en dernier ressort, notamment quand il y a par exemple échec de la commission mixte paritaire. Mais pour tous ces éléments de procédure constitutionnelle, je vous renvoie à la fois à votre cours de droit constitutionnel de la Ve République de première année, au deuxième semestre de la première année, et pour ceux qui voudront approfondir, eh bien, je vous renvoie par anticipation à un cours qui sera dispensé au semestre 2 de la première année de master droit public général l'année prochaine, et qui est consacré au droit électoral et au droit parlementaire. Alors, la loi est votée par le Parlement, certes,
on serait sous la Troisième ou sous la Quatrième République, on s'arrêterait là. Puisqu'effectivement, sous les Troisième et Quatrième République, le constituant n'entre pas plus dans les détails parce qu'on est dans une idée qui est celle issue de la Révolution française et qu'on a évoquée dans les chapitres précédents, qui est l'idée du légicentrisme, c'est-à-dire que la loi a tous les pouvoirs et qu'elle est au centre de l'ordonnancement juridique français. Et donc, le législateur peut tout faire. On avait même coutume à dire au début de la Troisième République, c'était un adage en quelque sorte, que le législateur peut tout faire, sauf changer un homme en femme. Et j'oserais dire, mais on verra ça au semestre prochain, lorsqu'on étudiera la PMA, la GPA, les transgenres et compagnie, que maintenant, c'est même plus vrai, puisque le législateur peut très bien autoriser qu'un homme devienne une femme et réciproquement. Bien. Trêve de boutade. L'article 34, lui, est déjà plus précis. On a vu dans la section précédente et dans les chapitres précédents que sous la Quatrième République, le Conseil d'État avait été saisi pour avis en 1953 d'une demande du gouvernement visant à déterminer, en vertu des textes de la Constitution, quels étaient les domaines qui étaient de la compétence du législateur et qui pouvaient être délégués au pouvoir réglementaire, au gouvernement. Et je vous avais dit à l'époque que cet avis du Conseil d'État de 1953 était très important puisqu'il préfigurait la distinction entre l'article 34 et l'article 37 de la Constitution de 1958, la distinction 34-37 qui procède en 1958 à une révolution juridique. Certains ont même utilisé l'expression de révolution copernicienne. Vous savez que Copernic a démontré que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et quand on utilise cette expression, révolution copernicienne, ça veut dire en fait qu'on procède à une inversion des processus et du raisonnement. Jusqu'en 1958, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Jusqu'en 1958, le législateur a une compétence de droit commun. Il peut intervenir dans tous les domaines. On verra qu'il y a une exception, c'est lorsqu'il n'intervient pas, le pouvoir réglementaire pourra se substituer à lui, mais on verra ça dans la section 3 du présent chapitre. Le législateur peut intervenir dans tous les domaines, sans exception. Il peut entrer même dans les moindres détails des domaines dont il s'empare la réglementation ou la législation. Et le pouvoir réglementaire n'est qu'un pouvoir d'application de la loi et rien de plus. Depuis 1958, c'est l'inverse qui se produit. L'article 34 énumère un certain nombre de domaines dans lesquels le législateur est seul compétent. On parlera ici d'une définition matérielle de la loi. Et à l'inverse, le pouvoir réglementaire, et c'est toute la portée de l'article 37, l'article 37 donne un pouvoir, une compétence de droit commun au législateur, puisque de manière très sommaire, là où l'article 34 contient une dizaine de paragraphes, eh bien, une dizaine d'alinéas, l'article 37 se limite à dire les matières autres que celles de la loi, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Ça veut dire, on vous donne une liste détaillée des différents domaines dans lesquels le législateur est compétent pour intervenir. On va le revoir dans un instant, soit pour fixer des règles, soit pour fixer des principes, et on fera la différence entre les deux. Et par ailleurs, à l'inverse, dans tous les domaines qui ne sont pas matériellement visés par l'article 34 de la Constitution, eh bien, c'est le pouvoir réglementaire qui sera ici compétent. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a inventé l'expression de pouvoir réglementaire autonome. Bien. Alors, quel est ce domaine de la loi? L'article 34 commence par nous dire que la loi est votée par le Parlement. Ça, on vient de le voir.
Mais dans quel domaine le législateur peut-il intervenir? Eh bien, c'est l'objet des 3 alinéas suivants de l'article 34. L'article 34 alinéa 1 expose que la loi fixe les règles concernant, premièrement, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Donc on voit bien que la première compétence matérielle du législateur, c'est la fixation des règles juridiques relatives aux libertés publiques. Donc on est en plein dans le principe qu'on est en train d'évoquer. Et il ajoute les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne ou en leurs biens. Deuxième domaine dans lequel le législateur va intervenir, qui concerne aussi par certains aspects les libertés, le législateur fixe les règles relatives à la nationalité, à l'état et à la capacité des personnes. C'est là où on reviendra au semestre prochain sur tout ce qui a trait à la GPA, à la PMA, à la situation juridique des personnes transgenres, à la question de savoir quelle est la filiation, quelles sont les règles applicables en la matière, la nationalité, l'état et la capacité des personnes. C'est aussi dans ce domaine-là qu'on retrouvera les règles relatives au mariage pour tous, par exemple, ou au PACS. Et c'est bien pour ça que c'est le législateur qui est intervenu. Il est compétent pour fixer les régimes matrimoniaux, les règles de succession et les libéralités. Troisième domaine dans lequel le législateur fixe les règles, qui concerne là aussi encore directement notre programme de liberté fondamentale, la détermination des crimes et des délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats. Et tout ça, c'est important parce que ça relève de ce qu'on va appeler de façon plus générique et qui fera l'objet d'un chapitre dans le cours du deuxième semestre, du semestre 6 de la licence, de la troisième année de licence en droit, à savoir le droit de la sûreté. Le quatrième domaine, c'est le domaine de la fiscalité, à savoir que le législateur fixe les règles relatives à l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, ainsi que le régime d'émission de la monnaie, même si ce dernier point est nettement amoindri depuis l'entrée en vigueur des règles communautaires et du droit de l'Union européenne sur la monnaie unique. Deuxième grand domaine qui fait l'objet de l'alinéa 3 de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe également, nous dit le texte, les règles concernant le régime électoral, c'est les droits de citoyenneté qu'on a déjà évoqués, le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales, la création des catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État, et on touche ici aux droits fondamentaux de l'homme fonctionnaire civil ou de l'homme militaire. On verra qu'il existe, vous verrez avec Madame De Vos, avec Madame Nick, pardon, vous verrez qu'en cours du droit de la fonction publique, il existe toute une série de règles juridiques. On en a déjà rencontré une, qu'on va re-rencontrer dans peu de temps, en rappelant, quand on verra les circonstances exceptionnelles, l'arrêt RIS du Conseil d'État de 1919, où va être mis entre parenthèses une des garanties fondamentales des fonctionnaires, qui est par exemple l'obligation qui est faite lorsqu'on veut sanctionner un agent public, de lui donner connaissance avant de son dossier administratif pour qu'il prenne complètement connaissance des griefs qui lui sont reprochés. Vient enfin, quatrième point, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé. Quatrième alinéa de l'article 34, qui complète le principe déjà énoncé de la compétence par principe du législateur en matière d'encadrement des libertés fondamentales, le domaine dans lequel la loi détermine ici les principes fondamentaux. Et sous couvert de détermination des principes fondamentaux, le constituant a visé 6 grands domaines
où le législateur fixe les principes fondamentaux, à savoir le domaine de l'organisation générale de la défense nationale, le domaine de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, le domaine de l'enseignement, le domaine de la préservation de l'environnement, le domaine du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, et enfin, sixième élément, sixième domaine matériel d'intervention du législateur compétent pour déterminer les principes fondamentaux, le domaine du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Alors, faut-il faire une différence terminologiquement entre les alinéas 2 et 3 qui nous énoncent que la loi fixe les règles et l'alinéa 4 qui nous indique que le législateur détermine les principes fondamentaux. Alors j'aurais coutume et tendance à dire, de façon un peu hypocrite, que la langue française étant riche, si le constituant a éprouvé le besoin d'utiliser deux expressions différentes, c'est que ça recouvre deux réalités différentes. Pour être plus sérieux, ça veut dire surtout que lorsque le constituant nous indique que la loi fixe les règles ou fixe également les règles concernant. Ça veut dire que dans ces domaines qui sont listés aux alinéas 2 et 3 de l'article 34, où figurent au passage toutes les libertés fondamentales, eh bien, ou plutôt l'essentiel des libertés fondamentales, le législateur a une compétence erga omnes, il a une omnicompétence, c'est-à-dire qu'il peut fixer toutes les règles et il peut même entrer dans les détails les plus précis de cette fixation du régime juridique. Par contre, lorsque, à l'alinéa 4, le constituant indique que la loi détermine les principes fondamentaux, ça veut dire qu'on est dans des domaines, les 6 domaines que j'ai rappelés précédemment, on est dans des domaines où le législateur devra se contenter ici de fixer le cadre général en matière euh, d'organisation générale de la défense nationale, par exemple, et laisser le soin au pouvoir réglementaire d'entrer dans les détails. Ce qui veut dire, en d'autres termes, je vais vous prendre un exemple pour illustrer mon propos, ça veut dire en d'autres termes que lorsque le législateur fixe les règles, il a une compétence pleine, totale et entière, alors que lorsqu'il fixe, qu'il détermine les principes fondamentaux, il a une compétence plus faible, amoindrie, puisqu'il ne fixera ici que les grands principes qui doivent régir une matière et non entrer dans les détails. Je terminerai ce point avec deux ou trois petites observations. Première observation, ne confondez pas les principes fondamentaux tels qu'ils sont énoncés ici à l'article 34, alinéa 4 de la Constitution, et les principes fondamentaux qui sont visés dans le préambule de 1946, qu'on a déjà étudié en détail précédemment, à savoir les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C'est deux choses différentes. Ici, c'est une commodité de langage en la matière. Ça n'a rien à voir, ça ne veut pas dire que le législateur est compétent pour fixer des principes fondamentaux à valeur constitutionnelle. J'ai déjà eu l'occasion d'y faire allusion, mais il était, me semble-t-il, utile de le rappeler. Deuxième observation, l'article 34 se poursuit également avec les alinéas 5, 6, 7 et 8, à savoir qui concernent pour l'alinéa 5 les lois de financement de la sécurité sociale, les lois de finances, pardon, de l'exercice budgétaire de l'État. Alinéa 5, les lois de financement de la sécurité sociale. Sont également visées à l'alinéa 6 les lois de programme. Je pense par exemple aux lois de programmation sur la justice, ou surtout, parce que ça a été les premières, les lois de programmation sur la défense nationale, qui interviennent tous les 4 ou 5 ans pour envisager de façon programmatique, donc de façon indicative. Encore une fois, ces lois de programme n'ont pas de valeur contraignante,
l'évolution de la défense. Donc, par exemple, quand le président Emmanuel Macron annonce qu'il souhaite qu'il y ait un deuxième porte-avions nucléaire à propulsion nucléaire, eh ben, pour l'instant, c'est une annonce politique qui n'a pas de traduction juridique. Il faudra, dans un premier temps, que cette annonce politique soit traduite dans une loi de programmation militaire, et surtout, parce que l'histoire nous a montré que rares étaient les lois de programmation militaire qui étaient pleinement réalisées. Il faudra que dans les exercices budgétaires, donc dans les lois de finances ultérieures, ces tronçons de financement de la construction d'un porte-avions nucléaire français soient reprises au budget du ministre de la Défense en la matière. Bien. Puis, dernière observation que je voulais également faire, sous forme d'un exemple, à propos des lois qui déterminent les principes fondamentaux. Par exemple, je vous ai dit qu'il y avait 6 domaines. Reprenons l'exemple, le domaine de l'Organisation générale de la défense nationale. L'Organisation générale de la défense nationale a été encadrée par une ordonnance organique, qui est l'ordonnance organique du 7 janvier 1959, qui a une valeur de loi organique. On va y revenir dans un instant. Pourquoi une ordonnance? Tout simplement parce que nous sommes au tout début de la Ve République et que, à l'époque, le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, n'étaient pas encore élus, et que le Constituant avait, pour une période transitoire, donné compétence législative au gouvernement, par voie d'ordonnance, pour mettre en œuvre les dispositions de la Constitution. Donc c'est une ordonnance organique du 7 janvier 1959 qui est maintenant abolie et qui est abrogée, mais dont les dispositions sont intégrées dans le Code de la défense, qui, en partie législative du Code de la défense, qui fixe les principes, qui détermine les principes fondamentaux de l'organisation de la défense nationale. Et puis en 1962, quelques années donc plus tard, 3 ans plus tard, vous avez toute une batterie de décrets qui ont été donc d'actes réglementaires qui ont été adoptés par le gouvernement et publiés au journal officiel et qui entrent ici dans les détails de l'organisation administrative de la défense nationale. Voilà un exemple de la manière dont procède le législateur lorsqu'il se contente de déterminer les principes fondamentaux en la matière. Donc voilà pour le principe constitutionnel. Alors la question qui se pose maintenant qu'on a bien déterminé quel était le principe de la compétence du législateur en matière de détermination des régimes juridiques d'encadrement des libertés fondamentales, c'est la question de savoir quelle est la marge de manœuvre du législateur. D'où paragraphe 2 de ce grand A, consacré au choix du régime juridique, la distinction entre le régime préventif et le régime répressif. Paragraphe 2, le choix du régime juridique, la distinction entre régime préventif ou régime répressif. Je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo que nous verrions, lorsqu'on évoque la question du choix du régime juridique, en réalité 3 questions: le régime répressif, le régime préventif, et il nous faudra, dans un 3e temps, dire quelques mots de ce que j'appellerais le système de la déclaration préalable, qui n'est pas un 3e régime, mais qui est un aménagement des 2 premiers. Donc, petit a, tout d'abord, le régime répressif. Petit a, le régime répressif. Contrairement à ce que l'intitulé de ce régime indique, le régime répressif est le régime le plus libéral qui soit. C'est celui qui s'assimile à l'état de droit. Qu'est-ce que c'est qu'un régime répressif? J'y ai déjà fait allusion précédemment. Un régime répressif, c'est un régime juridique d'encadrement d'une liberté fondamentale, régime juridique dans lequel il n'existe aucun obstacle entre la volonté de l'individu d'exercer sa liberté, entre la volonté de l'individu d'exercer sa liberté et l'exercice même de cette liberté. C'est-à-dire que vous vous réveillez un beau matin, vous avez envie d'exercer une liberté, vous l'exercez. La seule chose, c'est que si l'exercice de la liberté
que vous commettez entraîne des troubles à l'ordre public, eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Eh bien, il y aura une sanction a posteriori, hein. Mais on ne peut pas vous imposer, en période normale du moins, on ne peut pas vous imposer de respecter des règles ou des principes pour exercer votre liberté. Donc c'est un régime extrêmement libéral, c'est un état de droit absolu, qui répond bien à la définition que donne la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'on a vue précédemment, à savoir que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Bien. Deuxième élément, le petit b, le régime préventif. Le régime préventif, puis je vous donnerai des exemples après. Le régime préventif, c'est un régime qui est, lui, plus contraignant. C'est un régime qui s'analyse et qui s'assimile traditionnellement à ce qu'on appelle un état de police. C'est un régime dans lequel il existe, non pas comme dans le régime répressif, un contrôle a posteriori de l'exercice de la liberté, mais d'un contrôle qui s'analyse en un contrôle a priori, à l'issue duquel vous serez autorisé ou non à exercer votre liberté. Alors, si on veut essayer de le définir juridiquement, on dira que le régime préventif, c'est un régime dans lequel il existe un obstacle entre la volonté d'exercer une liberté, un obstacle entre la volonté d'exercer une liberté et l'exercice même de cette liberté. Ça veut dire, en d'autres termes, que pour pouvoir exercer cette liberté encadrée dans un régime préventif, vous devez obtenir préalablement à l'exercice de cette liberté une autorisation préalable délivrée par l'administration. Et cette administration bénéficie de ce qu'il convient d'appeler une, une compétence discrétionnaire, à savoir que l'administration va avoir la possibilité, je vous rappelle quand même que le mot discrétionnaire est très fort en droit public, ça ne veut pas dire que l'administration fait n'importe quoi. Ce n'est pas une autorisation arbitraire, mais c'est une autorisation qui va être attribuée ou refusée en fonction de l'existence de critères objectifs qui, s'ils sont remplis, aboutira à ce que l'administration vous autorise à exercer votre liberté, ou s'ils ne le sont pas, aboutira à ce que l'administration vous interdise d'exercer ses libertés. Je me souviens, il y a déjà quelques années, petite parenthèse, mais qui vous fera peut-être rire, en conseil d'administration de l'université de Lille 2, nous nous sommes bagarrés, le président de l'université et moi d'un côté, et l'actuel directeur de Sciences Po Lille, mon inénarrable collègue, le professeur Mathieu, parce que dans un texte qu'on était en train de voter, il y avait le terme pouvoir discrétionnaire. Et Pierre Mathieu, qui n'est pas un juriste, ça se saurait, s'est élevé contre cette disposition en nous exposant qu'il ne fallait pas laisser la place à l'arbitraire, etc., etc. Bon, un bon discours bien senti, que vous pouvez tout à fait imaginer. Et j'ai pris la parole, soutenu en ce sens par le président de l'université, qui était le président de Savoie, qui était un professeur de droit public, lui aussi, pour lui expliquer. J'avoue que je n'ai pas réussi, donc j'espère que je réussirai mieux avec vous, mais je n'ai pas réussi, mais peut-être parce que Pierre Mathieu est obtus, à expliquer que, eh bien, discrétionnaire, ça ne voulait pas dire arbitraire. Ça voulait dire que, encore une fois, par rapport à une situation déterminée donnée, il y avait des critères à retenir et que si les critères exigés par la loi étaient remplis, l'administration donnerait son accord. Si ces critères n'étaient pas remplis, elle refuserait l'exercice de la liberté. Alors, prenons des exemples. Parce que ce qu'il faut bien retenir, et ça c'est très important à noter pour vous, c'est qu'il n'existe pas un régime juridique unique d'encadrement des libertés. Il y a autant de régimes juridiques d'encadrement des libertés qu'il y a de libertés elles-mêmes. Ce qui veut dire d'ailleurs, et je vous donnerai un deuxième exemple en la matière, qu'une même liberté, selon
son exercice pourra être tantôt organisé dans un régime répressif, tantôt organisé dans un régime préventif ou tantôt organisé dans un système de déclaration préalable. Prenons un exemple, la liberté d'association, qu'on a déjà évoquée et qu'on reverra au semestre prochain. La liberté d'association, si vous vous souvenez de ce que nous avons dit lorsque nous avons étudié la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, celle qui a découvert, qui a révélé le premier principe fondamental reconnu par les lois de la République, il existait, en vertu de la loi de 1901, 3 types d'associations. Reprenons ces 3 types d'associations pour expliquer, et ce n'est pas la peine de démultiplier les exemples, pour expliquer justement cette idée que je viens d'énoncer, à savoir qu'il existe autant de régimes juridiques d'encadrement de liberté qu'il existe de liberté. Lorsque vous êtes dans la première des catégories d'associations, les associations que j'ai appelées à l'époque les associations de fait. Je vous avais dit à l'époque, lorsque 2 ou plusieurs personnes s'accordent pour exercer ensemble une activité, il y a création d'une association de fait. Cette association de fait est encadrée dans un régime qui est un régime répressif. Vous vous levez un matin, quand vous allez brancher votre ordinateur et écouter cette vidéo, vous allez vous dire: «Bon, ben, je vais aller écouter les âneries que le professeur Quatorjonville va nous débiter aujourd'hui». Et vous êtes plusieurs comme cela. Moi, j'ai accepté de poster cette vidéo, enfin, quand elle sera dans la boîte, comme dirait l'autre, et puis vous, vous acceptez de l'écouter. Il y a un accord entre vous et moi sur la chose et sur l'objet. En conséquence de quoi, et c'est un accord volontaire de votre part comme du mien, en conséquence de quoi, on est bien dans un régime répressif, il n'y a aucun obstacle entre votre souhait d'écouter le cours, mon désir de vous enseigner quelques éléments sur les libertés fondamentales et la réalisation de l'opération. On est donc bien dans un régime répressif. Si vous prenez maintenant la deuxième catégorie d'associations, celle qui a fait problème dans les années 1968-1971 et qui a abouti à la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, on a, mais j'anticipe sur le petit c de ce paragraphe 2, on a une deuxième catégorie d'associations qui est une catégorie d'associations déclarées avec déclaration préalable. Ici, non seulement vous avez constitué votre association de fait, mais pour lui donner juridiquement la possibilité d'être doté d'une personnalité juridique autonome de ses membres, vous devez la faire enregistrer en préfecture. C'est une formalité de déclaration préalable. J'y reviendrai dans un instant. Cette déclaration préalable, elle est une compétence liée de l'administration, comme on l'a vu, c'est-à-dire que si vous remplissez toutes les conditions fixées par la loi de 1901 sur les associations déclarées, eh bien, dans ce cas-là, vous trouvez dans une situation où le préfet est dans l'obligation de vous délivrer le récépissé. On est ici dans un régime répressif, mais un régime répressif soumis à une condition préalable qui est d'être déclaré à l'administration. Mais l'administration est dans une situation de compétence liée, c'est-à-dire que si vous remplissez toutes les conditions, elle ne peut pas s'opposer à cette reconnaissance. Si par contre il manque un élément, tel que par exemple les statuts, tel que par exemple l'objet social de l'association, etc., elle sera dans l'obligation de refuser la délivrance du récépissé du dépôt des statuts. Et puis vous avez une troisième catégorie d'associations, celle que j'ai appelée les associations reconnues d'utilité publique, qui peuvent intéresser certaines activités, notamment les activités associatives, humanitaires. Je pense par exemple à la Fondation de France, au Restos du Cœur, etc. Et pour lesquels vous souhaitez que votre association bénéficie d'autres compétences, et notamment de compétences financières en exonération de charges fiscales.
Dans ce cas-là, il faut que l'activité de l'association, les statuts de celle-ci soient examinés par les commissions administratives du Conseil d'État et qu'un décret pris en Conseil d'État vous octroie le caractère de reconnaissance d'utilité publique. Mais cette reconnaissance, c'est une totale faculté pour le pouvoir exécutif, pour le pouvoir réglementaire. Il est libre ou non de vous octroyer cette reconnaissance. On est ici dans un régime totalement préventif, puisque vous ne pourrez être reconnu d'utilité publique que si préalablement l'État vous a octroyé cette reconnaissance, et il le fait extrêmement rarement. C'est pour la raison pour laquelle dans les associations dites humanitaires ou humanitaristes, très souvent, les associations de droit commun déclarées en préfecture, donc les deuxièmes catégories, ne sont pas reconnues d'utilité publique, mais passent un accord avec la Fondation de France, qui est une association générique, qui sert un petit peu de coquille de rattachement pour les autres, et les dons, les legs, les héritages ne seront pas faits directement à votre association, seront faits au profit de la Fondation de France, mais fléchés pour votre association, et dans ce cas-là, eh bien, moyennant bien sûr une contrepartie pour la Fondation de France, eh bien, la Fondation de France héritera, prendra le legs, accueillera le don et le restituera à la dite association sans pour autant qu'il y ait d'impôt à payer. Donc, c'est extrêmement important. Chaque liberté a son propre régime juridique et une même liberté peut se décliner en de multiples occurrences qui auront chacune leur propre régime juridique en la matière. Troisième point, enfin, petit c, le système de la déclaration préalable. Alors, qu'est-ce que c'est que ce système de déclaration préalable auquel tout le monde fait allusion et autour duquel on tourne depuis déjà un certain nombre de minutes? Le système de la déclaration préalable, c'est un système dans lequel, avant d'exercer sa liberté, ou avant d'être autorisé à exercer cette liberté, vous devez déclarer à l'autorité publique votre intention d'exercer cette liberté. Le problème, et c'est pour ça que ça n'est pas un troisième régime juridique, c'est que lorsque vous êtes dans un système de déclaration préalable, dans lequel vous êtes obligé d'annoncer à l'administration que vous entendez exercer votre liberté, eh bien, ce qui va se produire, c'est que dans ce domaine-là, l'administration aura soit une compétence liée, et si vous remplissez, comme dans l'exemple des associations que je viens de prendre, toutes les conditions, elle n'aura pas d'autre possibilité que de vous, non pas vous autoriser, mais de vous laisser exercer votre liberté, soit elle dispose d'un pouvoir discrétionnaire, et dans ce cas-là, elle sera dans l'obligation de refuser, de vous interdire l'exercice de cette liberté. Donc, en fait, le système, c'est pour ça que je préfère, contrairement à certains collègues qui, dans leur manuel, parlent de régime répressif, de régime préventif, de régime de déclaration préalable, laissant ainsi insidieusement penser qu'il existe trois régimes d'encadrement des libertés. Je m'oppose formellement à ce qu'il y ait trois régimes, il n'y en a que deux. Il y a un troisième élément qui est le système de la déclaration préalable, mais qui, en fonction de la marge de manœuvre dont dispose le pouvoir réglementaire, le pouvoir administratif, l'administration publique, va déboucher soit sur un régime répressif, soit sur un régime préventif. Prenons des exemples. La liberté de manifestation. La liberté de manifestation, c'est une liberté essentielle de l'individu, fait partie des droits fondamentaux, qui est encadrée dans un régime préventif avec déclaration préalable. C'est-à-dire que vous êtes dans un système où le législateur a décidé de vous demander, avant de manifester, de vous adresser à la préfecture
est de bien vouloir prévenir la préfecture d'un certain nombre de points. Vous devez indiquer à la préfecture quel est l'objet de la manifestation, quels sont les jours et heures où cette manifestation va se dérouler, quel est l'itinéraire de cette manifestation. Et une fois que le préfet détient tous ces éléments, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer tout simplement le fait suivant. L'administration va examiner les différents critères que vous lui avez donnés et elle va, un, décider d'accepter la manifestation, 2, refuser, 3, émettre des conditions, troisième possibilité, par exemple, modifiant l'horaire, en modifiant le trajet, etc., etc. Si vous avez suivi l'actualité des gilets jaunes pendant toute l'année dernière, vous avez vu qu'il y a des hypothèses où les pouvoirs publics ont interdit purement et simplement la tenue d'une manifestation pour un motif suprême, qui est que la tenue de cette manifestation porterait un trouble à l'ordre public. Emporterait un trouble à l'ordre public. On est donc bien dans un régime dans un système de déclaration préalable débouchant sur un régime préventif. Maintenant, il existe des systèmes de déclaration préalable qui débouchent, eux, sur un régime répressif. On vient d'en voir un, c'est l'hypothèse de la liberté d'association. Je vous ai dit qu'en matière de liberté d'association, si vous remplissez tous les items prévus par la loi de 1901, le préfet n'a pas d'autre possibilité que de vous octroyer le récépissé de votre demande de déclaration. Il vous restera une formalité à accomplir, c'est d'ouvrir votre porte-monnaie, de dépenser quelques centaines d'euros pour que ce récépissé soit enregistré et publié au journal officiel de la République française, de façon à ce que votre association déclarée soit opposable au tiers. Mais c'est une simple formalité qui n'est pas en soi une impossibilité d'exercer la liberté d'association. Prenons un autre exemple. La liberté de la presse. La liberté de la presse, ou la liberté d'exprimer par voie d'écrit ses opinions, est un système qui peut être encadré dans un système de déclaration préalable en régime répressif, là aussi. Si vous voulez écrire un livre, par exemple, c'est pas compliqué, vous prenez des feuilles de papier, vous prenez un stylo, ou vous prenez un ordinateur et vous tapez sur le clavier et vous rédigez votre livre. Une fois que vous avez terminé de rédiger votre livre, vous allez trouver un éditeur qui, lui, ne va avoir qu'une obligation. Une fois qu'il aura imprimé l'ouvrage, il devra le déposer au dépôt public, hein, aux archives nationales. C'est une règle qui existe depuis François Ier, depuis qu'a été édité l'édit de Cotterêts de Villers-Cotterêts qui fait de la langue française la langue officielle de l'État français. Et cette règle a été complétée par François Ier par une autre règle qui veut que tout ouvrage publié sur papier, on aura l'occasion de voir, si on a le temps au semestre suivant, les règles qui sont différentes pour les écrits informatiques, mais pour les écrits papier, tout ouvrage publié, tout journal publié doit être déposé à la Bibliothèque nationale de France. L'idée qui prévalait à l'époque de François Ier, donc nous sommes dans la première moitié du XVIe siècle, hein. Je vous rappelle que Marignan, c'est 1515, pour ceux qui l'auraient oublié, et que donc, par conséquent, la volonté de François Ier, c'était ainsi de pouvoir concentrer dans un même lieu l'intégralité de la production littéraire écrite de la France. Et c'est la raison pour laquelle, théoriquement, du moins à partir de l'édit de Villers-Cotterêts et à partir de la fondation de la Bibliothèque de France et du dépôt national, eh bien, vous pouvez à la BNF retrouver tout et n'importe quoi de ce qui a pu être écrit et déclaré. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez un livre entre les mains,
Si vous regardez à la 4e de couverture, il y a un numéro qu'on appelle un numéro d'ISSN ou un numéro d'ISBN. C'est le numéro d'enregistrement de l'ouvrage à la Bibliothèque nationale au dépôt du Sceau de France. Là aussi, on est dans un régime purement répressif. L'administration n'exerce aucun contrôle sur le contenu des idées qui sont développées dans ce manuscrit, dans cet ouvrage. C'est une simple formalité administrative. Vous demandez un numéro d'ISSN, on va vous en attribuer un. Après ça, vous devrez déposer 2 exemplaires de votre ouvrage ou de votre journal à la Bibliothèque nationale pour qu'il soit conservé, mais ça n'implique aucun contrôle préalable de l'exercice de l'émission d'opinion et d'idées par voie écrite. Maintenant, si votre livre porte atteinte à l'intégrité intellectuelle, physique, morale, que sais-je, d'une tierce personne, il pourra y avoir des poursuites, mais des poursuites ultérieures, a posteriori. Prenons là aussi un exemple. Lorsque le président François Mitterrand, qui a été président de la République de 1981 à 1995, est décédé, son médecin personnel, qui s'appelait le docteur Gubler, G-U-B-L-E-R, docteur Gubler, a publié un livre de souvenirs dans lequel il révélait que dès 1981, dès mai 1980, dès son élection à la présidence de la République, François Mitterrand avait été informé qu'il souffrait d'un cancer de la prostate en voie de généralisation. Et que François Mitterrand lui avait demandé à lui, docteur Gubler, son médecin officiel et personnel, de falsifier les certificats médicaux que François Mitterrand s'était engagé à rendre publics tous les mois pour cacher sa maladie. Alors, ce n'est qu'à la 2e partie de son second septennat qu'on a commencé à avoir la certitude que François Mitterrand était malade, j'anticipe, mais Gubler n'était plus son médecin personnel à l'époque, et donc le livre a été publié, et les ayants droit du président Mitterrand, notamment l'Association des Amis de François Mitterrand, avec à la tête de celui-ci des hommes comme Roland Dumas, qui avait été président du Conseil constitutionnel et ministre des Affaires étrangères, ou encore comme le ministre Charras, qui était à l'époque membre du Conseil constitutionnel, ont saisi la justice judiciaire à Paris, le tribunal de grande instance de Paris, d'une demande d'interdiction de commercialisation. Et le juge a suivi la requête. Il a, par une ordonnance, décidé que l'ouvrage du docteur Gubler était interdit à la publication, enfin à la commercialisation, pardon, et qu'il devait être retiré des bacs ou des rayons des libraires. Ce faisant, et vous voyez ici, vous touchez du doigt les difficultés de la chose, eh bien, le soir même du jugement, le livre du docteur Gubler était mis publiquement sur la toile d'Internet et n'importe qui pouvait le consulter, l'imprimer et le lire. Bon. Mais vous voyez bien à travers ces différents exemples qu'il n'existe donc pas 3 régimes juridiques d'encadrement. Il existe 2 régimes, un régime répressif, je dirais le régime répressif pur, un régime préventif, le régime préventif pur, et puis ces 2 régimes purs peuvent être assortis d'une obligation de déclaration préalable. Lorsque le fait de devoir déclarer à l'administration préalablement à l'exercice d'une liberté votre intention d'exercer cette liberté, si l'administration est dans une situation de compétences liées, vous basculez dans un régime répressif. Si l'administration a la possibilité, en toute discrétion, d'interdire l'exercice de cette liberté, vous basculez dans un régime préventif. Pour finir sur ce paragraphe 2, que dire du choix de la compétence du législateur? Bien, ici, le législateur est, en principe, totalement libre. Je dis en principe, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque la liberté n'a jamais été encadrée dans aucun régime juridique.
pense par exemple à la réglementation sur les fichiers informatiques, qui jusqu'en 1978 n'était pas encadré par un régime juridique particulier. Et le législateur, en 1978, s'est emparé, c'est la fameuse loi de 1978 qu'on reverra plus tard, sur la Commission nationale de l'informatique et des libertés, va fixer pour la première fois les règles de l'usage de l'Internet, des fichiers informatiques, etc. Lorsque la liberté n'a jamais été encadrée, le législateur est totalement libre de choisir le régime qu'il veut. Il peut décider dans une primo-législation, si vous me permettez cette expression horrible, dans une primo-législation, il peut décider de l'encadrer dans un régime préventif. Il peut décider de l'encadrer dans un régime répressif, et il peut même l'encadrer dans un régime où il souhaite qu'il y ait une déclaration préalable, et en fonction, là aussi, du pouvoir de l'administration, cette déclaration préalable débouchera soit sur un régime répressif, soit dans un régime préventif. Il est totalement libre lorsque on est dans une primo-législation, dans une législation primo-encadrante d'une liberté fondamentale qui n'a jamais été encadrée juridiquement. On verra, et ça fait partie des limites, mais je vous le dis tout de suite, qu'il en ira différemment lorsque le législateur est déjà intervenu et qu'il s'agit de modifier ce régime juridique d'encadrement des libertés. Là, la marge de manœuvre du législateur sera plus étroite. Alors justement, voyons maintenant dans un grand B, deuxième partie de cette section 2, quelles sont les limites à la compétence de principe du législateur. Grand B, les limites à la compétence de principe du législateur. Lorsqu'on examine les limites à la compétence de principe du législateur, on constate qu'il existe deux séries de limites. Il y a d'une part les limites qui sont dues à la Constitution elle-même, qui prévoit de telles limites. Et puis, il y a ensuite des limites qui sont dues à l'existence de la jurisprudence, et notamment de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce qui nous amènera là aussi à devoir avoir, dans ce grand B, deux points essentiels. Nous verrons tout d'abord, dans un paragraphe premier, les limites d'ordre constitutionnel, avant de voir dans un paragraphe 2 les limites jurisprudentielles à cette compétence de principe du législateur. Paragraphe premier, tout d'abord, les limites à la compétence de principe du législateur de nature constitutionnelle. Paragraphe premier, les limites constitutionnelles. Ces limites constitutionnelles sont de quatre natures. Elles concernent, je vous les donne brièvement et puis on va rentrer dans les détails dans un instant, elles concernent les ordonnances de l'article 92, les ordonnances de l'article 38, les ordonnances référendaires et enfin les décisions prises par le président de la République en vertu de l'article 16. Alors prenons chacune de ces limites constitutionnelles, c'est-à-dire les limites que la Constitution a prévu elle-même de mettre au principe de la compétence du législateur en matière d'édiction d'un régime juridique d'encadrement d'une liberté fondamentale. Petit a, tout d'abord, les ordonnances de l'article 92. Petit a, les ordonnances de l'article 92. Alors, l'article 92, qui n'existe plus maintenant dans la Constitution de 1958, puisque l'article 92 a été abrogé, disparu de la Constitution, mais c'était une disposition transitoire et dernière de la Constitution de 1958. L'article 92, j'y ai fait allusion dans le point précédent, dans le grand A précédent. Cet article 92 est une disposition de la Constitution qui prévoyait que le pouvoir d'édicter des lois était confié au gouvernement du général de Gaulle dans
pour une période transitoire qui allait grosso modo de décembre 1958 à mars 1959, c'est-à-dire la période de transition durant laquelle les institutions de 1958 donc, allaient progressivement être mises en place, c'est-à-dire la nécessité de procéder à l'élection du président de la République au suffrage universel, au suffrage indirect, pardon. Là, une fois qu'il serait élu, de désigner un gouvernement qui serait le premier gouvernement de la Ve République, de procéder à des élections générales universelles cette fois-ci pour désigner le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, puis des élections indirectes pour permettre au collège des grands électeurs de désigner les membres du Sénat. Et puis une fois que tout ça, ça serait élu, eh bien, deux événements pourront se produire. Le premier, qui est un épiphénomène, mais qui, en matière de procédure législative, est important, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président de la République pourront désigner les 9 membres du Conseil constitutionnel et ainsi parachever l'édifice constitutionnel français. Et enfin, à ce moment-là, eh bien, une fois que l'Assemblée nationale et que le Sénat auraient adopté leur règlement intérieur, le législateur pourrait entrer dans la pleine compétence de ses attributions fixées par la Constitution. C'est la raison pour laquelle, entre décembre 58 et mars 1959, eh bien, vont être publiées au journal officiel de nombreuses ordonnances qui sont organiquement des actes réglementaires, mais qui sont matériellement des actes législatifs, puisque pendant cette période, l'article 92 a transféré au pouvoir exécutif le soin d'édicter par voie d'ordonnance des règles qui sont normalement du domaine de la loi. Le Conseil constitutionnel, vous noterez, a souvent été réticent à l'égard de ces ordonnances de l'article 92 parce que de nombreuses ordonnances étaient des ordonnances organiques, donc qui avaient valeur juridique de loi organique. Or, vous savez peut-être, vous vous souvenez peut-être de votre cours de première année, mais sinon on reverra ça dans le chapitre 3, que comment dire? Que la Constitution prévoit que c'est l'article 61 alinéa 1, ne pas confondre avec l'article 61-1. L'article 61-1 qu'on a vu précédemment concerne la QPC. L'article 61 alinéa 1 concerne, lui, le contrôle de constitutionnalité des lois par voie d'action, oui. Et dans ce cas-là, l'article 61 se décompose en 2 parties. Premier alinéa, première sous-partie, les règlements des assemblées parlementaires et les lois organiques doivent être, avant leur entrée en vigueur ou avant leur promulgation, soumises au contrôle préalable du Conseil constitutionnel. Deuxième partie, les lois ordinaires peuvent être, vous voyez bien la différence, peuvent être déférées au contrôle de constitutionnalité des lois opérées par le Conseil constitutionnel, dès lors que le Conseil constitutionnel est saisi par le président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat, du moins jusqu'en 1974, où là, la réforme constitutionnelle de 1974, comme on l'a déjà indiqué, étendra cette saisine au Parlement à 60 députés ou à 60 sénateurs. Or, justement, le principe même des ordonnances organiques de l'article 92, c'est que puisqu'il s'agit de la période transitoire et que le Conseil constitutionnel n'existe pas encore, il n'est pas encore composé, il n'a pas pu être saisi. Donc le Conseil constitutionnel est très précautionneux à l'égard de ces ordonnances organiques, considérant le plus souvent qu'il ne peut pas les viser pour les lois ultérieures, car il n'est pas sûr de leur conformité à la Constitution. Voilà pour les ordonnances de l'article 80. Deuxième limite constitutionnelle, petit b, les ordonnances de l'article 38. Ces ordonnances de l'article 38 de la Constitution est un mécanisme qui a été prévu pour pallier un certain nombre de difficultés qui avaient été rencontrées sous la Troisième et la Quatrième République. Sous la Troisième et la Quatrième République,
le législateur est seul compétent pour édicter des normes à caractère général et absolu. Sous la Troisième République, on l'a vu tout à l'heure, on avait coutume de dire la Chambre des députés et le Sénat votent la loi et la loi peut tout décider sauf changer un homme en femme. Je vous ai dit précédemment quelles étaient les limites qu'il fallait y apporter maintenant. Néanmoins, l'activité des pouvoirs publics a révélé que cette omnipotence du législateur sous la Troisième République était difficilement et objectivement réaliste. Et à partir de la fin de la Troisième République, eh bien, la coutume s'est établie d'adopter ce qu'on a appelé des décrets-lois. Les premiers décrets-lois sont les décrets-lois de 1935 dans le gouvernement de Pierre Laval. Et qu'est-ce que c'était qu'un décret-loi? C'est le législateur qui avait autorisé le gouvernement à édicter par décret des règles à caractère général et absolu. Et comme ce système avait quelque peu dérapé, quand la 4e République a été installée, la Constitution du 27 octobre 1946 a posé une règle qui est la suivante. L'Assemblée nationale vote seule la loi et la Constitution de 1946 ajoute l'Assemblée nationale vote seule la loi, elle ne peut déléguer ce pouvoir. Moyennant quoi, nous l'avons vu dans le Grand A, le gouvernement s'était empressé en 1953, donc c'est-à-dire 7 ans après le début de la 4e République, de saisir le Conseil d'État pour avis en lui demandant comment on pouvait quand même contrecarrer cette interdiction, et le Conseil d'État, dans son avis 1953, avait exposé quelles étaient les matières qui pouvaient être déléguées au gouvernement, au pouvoir réglementaire. Et ça a donné naissance sous la 4e République à ce qu'on a appelé les lois cadres. L'une des plus célèbres est celle sur l'Algérie, par exemple. La loi de Fer, la loi cadre de Gaston Defferre sur l'organisation des pouvoirs en Algérie à partir de 1954. Alors, pour éviter je dirais, ces rustines, ces canards boiteux, le constituant de 1958 a décidé de pérenniser et d'encadrer ce système de délégation législative. Et c'est l'objet de l'article 38 de la Constitution. Au terme de l'article 38 de la Constitution, le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Ces ordonnances seront prises en Conseil des ministres. Ça veut dire qu'en période de cohabitation, il faudra l'accord du Premier ministre et du Président de la République. Il y a ici un exemple célèbre. Dans la toute première cohabitation, Jacques Chirac, Premier ministre de François Mitterrand, donc un Premier ministre de droite et un président de gauche, avait souhaité, déjà à l'époque en matière de réforme des retraites, avait souhaité, pour aller très vite, c'est le but des ordonnances de l'article 38, avait souhaité légiférer par voie d'ordonnance. Il avait donc déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Comme il avait la majorité dans les deux assemblées, ce projet de loi a été adopté. C'est une loi donc de programme, une loi d'autorisation, de délégation législative. À partir de là, le gouvernement a rédigé les ordonnances, et puis, comme c'est l'obligation, ces projets d'ordonnance, avant d'être promulgués, doivent être adoptés en Conseil des ministres. Et là, lorsque le Premier ministre Jacques Chirac a présenté les dites ordonnances, le président François Mitterrand a dit eh ben, c'est bien, mais moi, je ne signe pas. Alors, pouvait-il le faire? Eh bien, juridiquement, oui. L'article 13 de la Constitution prévoit que le président de la République signe, c'est un impératif, signe les décrets et ordonnances délibérés en Conseil des ministres. C'est extrêmement important parce que juridiquement, ça veut dire que l'emploi du temps du verbe
euh, indique que le président devient dès lors le co-auteur du décret ou de l'ordonnance. Or, on ne peut pas contraindre un acteur juridique à prendre une décision si il dispose d'un pouvoir de discrétion, ce qui est le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y avait deux solutions pour sortir de ce conflit. La première, c'est que Jacques Chirac pouvait entrer dans un conflit frontal avec le président de la République. Si le président Mitterrand avait perdu, eh bien, il aurait ainsi amoindri la fonction présidentielle. Or, c'est la fonction que briguait Jacques Chirac, et il n'avait aucun intérêt à ce que la fonction présidentielle perde de son importance. Donc Jacques Chirac a préféré s'incliner, et il est rentré, si vous me permettez l'expression, la queue entre les pattes, comme on dit, hein. Il est rentré à l'hôtel de Matignon, il a pris son projet d'ordonnance, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un flacon de Petit Blanc. Je plaisante, hein, bien entendu, mais c'est pour vous montrer le cheminement de la pensée du Premier ministre. Il a pris un flacon de Petit Blanc, il a mis du petit blanc sur le mot ordonnance, et puis une fois que ça a été sec, il a rajouté projet de loi au lieu de projet d'ordonnance. Puis le mercredi suivant, il s'est représenté au Conseil des ministres avec son projet de loi, et là François Mitterrand a dit: si c'est un projet de loi, je ne suis pas co-auteur d'un projet de loi, donc je ne peux pas m'y opposer. Et le texte a été adopté, mais après de longs débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, parce qu'évidemment, vous pensez bien que l'opposition, et c'était le but de la manœuvre, l'opposition s'est déchaînée en amendements en la matière. Donc ces ordonnances de l'article 38 sont prises en Conseil des ministres, et donc c'est important en période de cohabitation. Après avis du Conseil d'État, et elles entrent en vigueur dès leur publication. Petite précision importante, si elles entrent en vigueur dès leur publication, elles deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation, et si ce projet de loi est déposé avant le délai fixé par la loi d'habilitation, elles deviennent des lois et elles ne peuvent plus être ratifiées, elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse, et à l'expiration du délai mentionné précédemment, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Dans l'ordonnance, il peut y avoir, on peut faire un mixte, il peut y avoir des dispositions qui sont matériellement législatives et matériellement réglementaires, mais celles qui sont matériellement législatives ne peuvent plus être modifiées que par le législateur. Ça veut dire que donc les ordonnances de l'article 38 sont, entre le moment où elles sont publiées et promulguées au journal officiel, voilà, promulguées et publiées au journal officiel, ce serait plus logique dans ce sens-là, jusqu'au moment où est déposé le projet de loi de ratification des ordonnances, ce sont des actes réglementaires dont le Conseil d'État est compétent pour en connaître par la voie du recours en excès de pouvoir. Simplement, une fois que le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé sur le bureau des assemblées, comme ces ordonnances deviennent des actes législatifs, le Conseil d'État n'est plus compétent pour en apprécier la légalité. Seul le Conseil constitutionnel pourrait être saisi, mais en matière d'ordonnance, ça ne pourra être désormais que par la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, puisque, ou de façon indirecte, par l'examen de la constitutionnalité de la loi de ratification. Voilà pour la deuxième exception. Troisième exception, le cas des ordonnances référendaires. Le cas des ordonnances référendaires n'est pas du tout envisagé par la Constitution en tant que telle, mais elle l'est par un mécanisme d'analogie. Les ordonnances référendaires, on ne les trouve nulle part dans la Constitution, mais on les trouve dans une loi référendaire de 1962. En 1962, pour mettre fin à la crise algérienne, le général de Gaulle négocie avec, la France négocie, c'est le président de la République, par le biais de ses ministres plénipotentiaires, négocie avec les chefs du FLN, le Front de Libération Nationale algérien, un accord
qui va aboutir à l'autodétermination de l'ex-Algérie française et qui en fait va déboucher sur l'indépendance de la République démocratique algérienne. Ces négociations aboutissent à un accord passé entre les représentants du FLN et les représentants du gouvernement français, qu'on appelle les accords d'Évian. Vous l'écrivez avec un D apostrophe, hein, même s'ils ont dévié de leur objectif, parce que les accords ont été négociés dans la ville d'Eau, la ville d'Évian. Trêve de plaisanterie. Et le général de Gaulle, pour être sûr que le peuple français adhérait à l'évolution de la politique qu'il entendait mener en Algérie, a décidé de soumettre la ratification des accords d'Évian, comme la Constitution le lui permet, à référendum. Et le référendum de 1962 sur la ratification des accords d'Évian contenait 2 questions. Première question, simple, êtes-vous oui ou non favorable aux accords d'Évian? Et la deuxième question était la suivante. Dans l'hypothèse où vous êtes favorable à la ratification des accords d'Évian, parce que si vous n'êtes pas favorable, ça n'a plus d'intérêt, dans l'hypothèse où vous êtes favorable à la ratification des accords d'Évian, êtes-vous d'accord pour confier au gouvernement du général de Gaulle le pouvoir législatif afin de mettre en œuvre les accords d'Évian? Et les Français vont répondre oui aux 2 questions. Donc, la France ratifie de ce fait les accords d'Évian et le gouvernement du général de Gaulle se voit confier une délégation du pouvoir législatif dans un cadre limité qui est celui du pouvoir d'exercer le pouvoir législatif au lieu et place du Parlement afin de mettre en œuvre les accords d'Évian. Et donc, le référendum, la loi référendaire, confie un pouvoir législatif par voie d'ordonnance au gouvernement. Ce qui s'est produit, c'est que en 1962, suite à cet événement, le général de Gaulle a, par ordonnance, pris un certain nombre de dispositions, parmi lesquelles une disposition importante, qui est une disposition au terme de laquelle était créé un tribunal militaire spécial, destiné à juger les auteurs français de crimes commis par l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, qui engageait des attentats contre la politique du général de Gaulle et qui ont même été jusqu'à mettre en cause la vie même du général de Gaulle, puisque l'attentat du Petit Clamart a eu pour conséquence de cribler de balles la déesse du général de Gaulle qui quittait l'Élysée pour aller à Colombey les 2 églises, ce qui a eu une conséquence immédiate, c'est que le général de Gaulle a alors pris la décision de réviser la Constitution en faisant du président de la République l'élu du suffrage universel direct en la matière. Et le Conseil d'État a été saisi de cette ordonnance, puisque cette ordonnance créait un tribunal militaire inattaquable, dont les sanctions étaient inattaquables. Donc, il était plus judicieux de contester la légalité de cette ordonnance. Et il a rendu sa décision dans un arrêt d'assemblée extrêmement important, qui est un arrêt politique, du 19 octobre 1962, Conseil d'État, Assemblée, 19 octobre 1962, l'arrêt Canal, Robin et Godot. Dans cette affaire, donc, vous avez plusieurs militaires français qui sont condamnés, sur le fondement de cette ordonnance du général de Gaulle, à la peine capitale. Et le Conseil d'État va être face à un dilemme juridique et politique. Dilemme juridique parce que on ne sait pas ce que c'est qu'une ordonnance référendaire, ça n'existe pas. Et dilemme politique parce qu'il y va de la vie de plusieurs condamnés. Alors, ce qui s'est passé, il faut savoir que
le Conseil d'État a statué en assemblée, donc la plus haute formation de jugement du Conseil d'État, présidée par le vice-président du Conseil d'État, et a statué dans la nuit, car l'information était arrivée au Conseil d'État que l'exécution des sieurs Canal, Robin et Godot était programmée pour le lendemain matin, donc pour le 20 octobre de 1962, à l'aube. Donc on a réuni le Conseil d'État en assemblée en pleine nuit, et le Conseil d'État a cherché à résoudre la question du problème juridique de ces ordonnances référendaires. Et la première chose que fait le Conseil d'État dans ces cas-là, c'est lorsqu'il n'a pas de base juridique sur lesquelles se fonder, c'est est-ce qu'il n'existe pas un mécanisme juridique qui existe déjà? Est-ce qu'il n'existe pas un mécanisme juridique qui ressemble au mécanisme des ordonnances référendaires? Et il a examiné l'ordre juridique français, il s'est aperçu, mais oui, mais c'est bien sûr, qu'il existait quelque chose qui ressemblait très fort aux ordonnances référendaires, c'est les ordonnances de l'article 38. C'est pour ça que je traite des ordonnances référendaires après les ordonnances de l'article 38. Et il a donc calqué le mécanisme juridique des ordonnances de l'article 38 sur le mécanisme des ordonnances référendaires. Et dans l'arrêt Canal Robin Godot, le Conseil d'État est venu dire, eh bien, les ordonnances référendaires sont comme les ordonnances de l'article 38. Le référendum, la loi référendaire est une loi d'habilitation comme l'est pour l'article 38 la loi parlementaire. Et donc, les ordonnances ont une valeur réglementaire de leur promulgation et de leur publication au journal officiel jusqu'au dépôt de la loi de ratification des dites ordonnances. Et s'il n'y a pas de loi de ratification, eh bien, elles deviennent caduques. Bon. Comme c'est un acte réglementaire, première conséquence, le Conseil d'État se déclare compétent pour en apprécier la légalité. Comme il est compétent pour en apprécier la légalité, et dit-il qu'il n'y a pas, on verra ça plus tard, mais qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles, eh bien, dans ce cas-là, il faut apprécier la légalité de l'ordonnance comme en temps normal. Or, constate-t-il, on est bien dans un domaine législatif, puisque cette ordonnance vise à créer un ordre de juridiction, rappelez-vous ce qu'on a dit précédemment dans le grand A, un ordre de juridiction ainsi que la procédure pénale devant cet ordre de juridiction. Mais comme c'est un acte réglementaire et que le Conseil d'État va appliquer prioritairement le critère organique, eh bien, il est compétent pour en apprécier la légalité et il constate que le fait de créer une juridiction, de créer une échelle de peine et les sanctions qui vont avec, tombe sous le coup de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui prévoit, je vous le rappelle, que nul ne peut être condamné et incarcéré qu'en vertu d'une loi préalablement promulguée. C'est le principe qu'on reverra d'ailleurs au semestre prochain, c'est le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus dure. Or, ici, dans le cadre de l'ordonnance du général de Gaulle de l'ordonnance référendaire, cette ordonnance crée un tribunal militaire spécial destiné à condamner des individus pour des actes qui ont été commis avant la promulgation de l'ordonnance. C'est-à-dire qu'au moment où l'infraction est commise, il n'y a pas de sanction. On est donc en présence d'une loi pénale plus dure et pas n'importe quelle sanction, puisqu'il s'agit ici d'une peine de mort. Et donc le Conseil d'État va dire, dans ces conditions, puisqu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles, eh bien, j'annule l'ordonnance pour illégalité. Autant vous dire que ça va être un coup de tonnerre dans le monde juridique et politique de l'époque, en 1962, en octobre 62. Le général de Gaulle va entrer dans une fureur noire en la matière. Il va même décider de supprimer le Conseil d'État en représailles, et il faudra toute la force de persuasion du Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, qui est membre du Conseil d'État à l'origine, et de Michel Debré, son prédécesseur, et qui deviendra après ça ministre de la Défense dans le gouvernement de Georges Pompidou, eh bien,
qui lui aussi est membre du Conseil d'État, émettre des requêtes au Conseil d'État pour convaincre le général de Gaulle de ne pas sanctionner juridiquement le Conseil d'État, hein, et politiquement. Mais il va y avoir une sanction quand même, c'est que suite à cette affaire, eh bien, en 1963, le gouvernement va promulguer un décret qui modifie les compétences du Conseil d'État, et en 1963, le Conseil d'État va perdre sa compétence exclusive de premier ressort au profit des tribunaux administratifs. Les tribunaux administratifs qui avaient succédé en 1953 au conseil de préfecture et qui n'avaient gardé que les compétences des conseils de préfecture, à savoir le contentieux des fonctionnaires et le contentieux des travaux publics. Et à partir de 1963, la presque intégralité du contentieux de première instance va descendre au niveau des tribunaux administratifs. Le Conseil d'État ne va plus conserver que 3 compétences. Une compétence de première instance pour les décrets réglementaires nationaux et pour les nominations de quelques hauts fonctionnaires comme les professeurs d'université, les généraux, les recteurs d'académie, etc. Une compétence d'appel, qui sera sa compétence de droit commun, c'est-à-dire que le Conseil d'État devient juge d'appel des tribunaux administratifs, et enfin une compétence de cassation, où le Conseil d'État conserve sa compétence de cassation des juridictions administratives spéciales, c'est-à-dire notamment des juridictions financières, cour de cassation, cour des comptes, pardon, cour de discipline budgétaire, ou juge de cassation, des décisions disciplinaires des ordres juridictionnels, tels que par exemple le Conseil national de l'ordre des médecins en fonction disciplinaire, ou encore le CNESER, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en matière disciplinaire. Voilà pour les ordonnances référendaires. Enfin, quatrième et dernière limite constitutionnelle à ce principe de la compétence du législateur, petit d, les décisions prises en vertu de l'article 16. On reviendra dans la section suivante sur l'article 16, mais ce qu'on peut dire ici à ce stade, c'est que l'article 16 de la Constitution met en place un mécanisme qui est novateur dans la Constitution de 1958, qui permet en cas de crise grave, on y reviendra pour les détails, mais au président de la République de mettre en place une dictature constitutionnelle temporaire. C'est-à-dire que lorsqu'un certain nombre de conditions sont remplies, eh bien, le président de la République peut décider de prendre les pleins pouvoirs, c'est-à-dire de cumuler entre ses mains le pouvoir exécutif, le pouvoir réglementaire, mais aussi et surtout le pouvoir législatif. Ce qui veut dire qu'en période d'application de l'article 16, le président de la République va pouvoir intervenir dans le domaine législatif à la place du Parlement et va pouvoir édicter des décisions qui sont matériellement dans le domaine législatif. Et c'est donc une exception à ce principe de la compétence du législateur en matière d'encadrement des libertés fondamentales. Et ici, à la différence des ordonnances référendaires, en ce qui concerne les décisions prises en vertu de l'article 16, le Conseil d'État se refuse ici, compte tenu des circonstances, à exercer le moindre contrôle. C'est ce qu'il fait dans un arrêt qu'on reverra plus en détail dans la section suivante, dans l'arrêt Rubin de Servins de 1962. Là aussi, les conditions, et c'est pour ça que j'en parle dès maintenant, sont les mêmes que celles de l'ordonnance de l'arrêt Canal Robin Godot, mais dans des circonstances de temps et de lieu qui sont différentes. J'ai insisté, quand on a examiné précédemment les ordonnances référendaires, pour vous dire que en matière d'ordonnance référendaire, eh bien, il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles, et c'est la raison pour laquelle le Conseil d'État en Assemblée accepte de contrôler la légalité de l'ordonnance référendaire du général de Gaulle, qui crée le tribunal militaire spécial. Dans l'affaire Rubin de Servins, ça s'écrit R-U-B-I-N, plus loin Servins, S-E-R-V-E-N-S, le Conseil d'État est saisi de la légalité d'une décision prise en vertu de l'article 16, qui crée un tribunal militaire spécial. C'est, vous voyez, quasiment les mêmes faits que dans le canal Robin Godot, mais il y a une différence majeure. Et sur le fondement de laquelle le sieur Rubin de Servins, qui est un officier français
favorable à l'Algérie française et qu'on ait une peine de prison. Comme pour l'affaire Canal Robin Godot, pardon, comme ce sera ultérieurement le cas de l'affaire Canal Robin Godot, le tribunal militaire spécial prévoit qu'il n'y a pas de voie de réformation ou de cassation possible des décisions de ce tribunal militaire spécial. Donc, il n'y a pas de voie de recours contentieux. Donc, les avocats du sieur Ruben Servins décident de contester devant le Conseil d'État la légalité de la décision présidentielle prise en vertu de l'article 16. Au terme de cette requête, ils soulèvent deux moyens. Premier moyen, eh bien, la décision présidentielle doit être annulée parce qu'à la date à laquelle elle a été prise par le président de la République, les conditions de mise en œuvre de l'article 16 n'étaient plus réunies. Et deuxièmement, parce que, au fond, cette décision prise en vertu de l'article 16 viole le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus dure. Le Conseil d'État va donc se réunir en assemblée du contentieux, encore une fois, et en avril 62, il décide, ici, de rejeter purement et simplement la requête sur les deux moyens. Premièrement, il rejette la requête parce qu'il considère que le contrôle de la mise en œuvre de l'article 16, comme la décision de faire cesser les effets de l'article 16 et le contrôle des justifications de la mise en œuvre de l'article 16 sont des actes de gouvernement, donc des actes, je vous renvoie à la théorie des actes de gouvernement que vous avez dû voir en deuxième année, donc des actes qui sont insusceptibles de tout recours contentieux. Donc le premier moyen est écarté. Le deuxième moyen, est-ce que la décision de l'article 16 viole le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus dure? Le Conseil d'État va raisonner de la façon suivante. Il va considérer tout d'abord que l'article 16 de la Constitution est mis en œuvre pour pallier une situation d'une exceptionnelle et d'une extraordinaire gravité dans laquelle est plongée la France, et qu'il s'agit ici d'un mécanisme dérogatoire à la Constitution française destiné à remettre l'état de droit en fonctionnement. Donc, la philosophie du Conseil d'État, c'est de dire si je opère un contrôle de la légalité très strict, eh bien, on va aboutir à l'inverse de ce qui est le but même de l'article 16. Ce qui va l'amener à faire une distinction entre deux types de décisions prises en vertu de l'article 16. C'est-à-dire, il va privilégier ici, à la différence de l'arrêt Canal Robin Godot, où il avait, je vous rappelle, privilégié le critère organique, il va ici faire privilégier le critère matériel. C'est-à-dire, il va se dire, il va procéder au raisonnement suivant, et il va se dire, si nous étions en période normale, ce qui n'est pas le cas, mais si nous étions en période normale, est-ce que je pourrais contrôler la légalité de cette décision? Et il dit, il y a deux types de décisions prises en vertu de l'article 16. Il y a celles qui, en temps normal, relèveraient de la compétence du pouvoir réglementaire. Celles-là, je peux exercer un contrôle de la légalité sur elles, puisque ce sont des actes réglementaires. D'ailleurs, il va le prouver quelques années plus tard, dans un arrêt de 1964, l'arrêt d'Ornano, O-R-N-A-N-O, dans lequel le Conseil d'État accepte d'apprécier la légalité d'une mesure individuelle prise sur le fondement d'une décision prise en vertu de l'article 16. Et puis il y a une deuxième catégorie de décisions présidentielles prises en vertu de l'article 16, celles qui entrent dans un domaine qui est matériellement législatif, c'est-à-dire celles qui demeureraient, quoi qu'il arrive, une loi. Or, il constate que la décision qui est contestée concerne la création d'un tribunal spécial et l'échelle des peines et des sanctions applicables devant ce tribunal spécial. Or, comme on l'a vu, l'article 34 de la Constitution, alinéa 2, confère cette compétence pour édicter de telles normes au seul législateur. Donc, il s'agit de décisions
prises en vertu de l'article 16, qui sont matériellement des actes législatifs. Et donc, dans ce cas-là, le Conseil d'État vient dire, puisque ce sont matériellement des actes législatifs, je suis incompétent pour en apprécier la légalité et déclare la requête irrecevable. Voilà pour la quatrième limite de nature constitutionnelle, ce qui veut dire qu'en période d'article 16, mais on y reviendra, toute décision prise par le président de la République qui remet en cause l'exercice d'une liberté ou l'encadrement ou un régime d'encadrement de celle-ci ne fera pas l'objet d'un contrôle contentieux. Voyons maintenant, dernier point de ce grand B, dans un paragraphe 2, après avoir vu dans un paragraphe premier les limites constitutionnelles, voyons maintenant dans un grand 2 les limites jurisprudentielles. Paragraphe 2, les limites jurisprudentielles. Et il nous faut ici revenir sur la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, la décision liberté d'association. À l'occasion de cette décision, et je vous l'avais dit à l'époque quand on l'a examinée en détail, mais j'avais laissé volontairement en suspens ces éléments de façon à les traiter ici, dans cette décision du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel nous apporte une précision importante quant à la marge de manœuvre du gouvernement et surtout du législateur en matière d'encadrement et d'édiction d'un régime juridique d'encadrement d'une liberté fondamentale. En fait, le Conseil constitutionnel, en examinant la loi de 1971, et en constatant que cette loi de 1971, je vous rappelle ce qu'on a dit à l'époque, à savoir que la loi prévoyait d'introduire entre le dépôt des statuts d'une association et la remise du récépissé par le préfet, une possibilité pour le préfet de saisir le juge judiciaire, gardien constitutionnel des libertés individuelles, afin que celui-ci examine si l'objet de cette association est légal ou s'il ne l'était pas. Si le juge judiciaire vient déclarer que ce mécanisme est légal, que cette association est légale, et bien dans ce cas-là, le préfet a l'obligation, compétence liée, de délivrer le récépissé. Si à l'inverse, le juge judiciaire déclare que l'association est illégale, le préfet, compétence liée, a l'interdiction de délivrer le récépissé. Le Conseil constitutionnel va considérer que ce mécanisme contrevient au régime répressif dans lequel sont encadrées les associations loi 1901 qui sont en régime de déclaration préalable. Et donc, par conséquent, comme il en est ainsi, il considère que le fait d'introduire entre le dépôt des statuts et la remise du récépissé un contrôle, fût-il un contrôle juridictionnel par le juge judiciaire, constitue l'introduction d'une d'une possibilité de refus de délivrance du récépissé et entraîne comme conséquence de faire basculer le régime des associations loi 1901 d'un régime répressif dans un régime préventif et que donc ce mécanisme aboutit à une remise en cause même de l'existence de ce régime répressif et donc constitue en une régression dans la protection des libertés. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel censure la loi de 1971, la déclare contraire à la Constitution et la réforme n'aura donc pas lieu. Que faut-il en tirer comme conséquence pour la compétence du pouvoir législatif en matière d'encadrement des libertés fondamentales? Il faut en tirer le principe suivant. Et je reviens sur ce qu'on a dit dans le paragraphe précédent, à savoir que dans le paragraphe 2 du grand A, à savoir que lorsqu'on est dans un régime d'encadrement d'une liberté qui est un primo-régime d'encadrement, c'est-à-dire que la loi n'a jamais été encadrée préalablement dans un régime juridique.
Je vous ai dit dans les points précédents que dans ce cas-là, le législateur faisait ce qu'il voulait. Mais j'ai ajouté, si vous vous souvenez précédemment, que par contre, lorsque l'on était dans un système où le législateur s'était déjà prononcé, la marge de manœuvre du législateur était beaucoup plus contrainte. Si le législateur s'est déjà prononcé, s'il a déjà édicté un régime juridique d'encadrement de l'exercice d'une liberté, eh bien dans ce cas-là, deux possibilités s'offrent à lui. Si le régime juridique est un régime, le primo-régime est un régime préventif, le législateur peut toujours faire évoluer ce régime juridique, il peut toujours le modifier, mais toujours dans un sens répressif. Par exemple, on pourrait très bien considérer demain, c'est pas dans l'air du temps, mais on peut rêver, que le droit de manifestation, qui est, je vous l'ai dit, encadré dans un régime préventif, puisque vous ne pouvez manifester que si vous obtenez l'autorisation préalable du préfet pour manifester, qu'on décide de le faire basculer dans un régime répressif, c'est-à-dire que vous peut toujours maintenir le système de la déclaration préalable, mais que dès lors que vous remplissez toutes les conditions pour manifester, vous manifestez, et simplement, le préfet prendra des réquisitions nécessaires s'il y a trouble à l'ordre public postérieurement. Par contre, maintenant, à l'inverse, si, et c'est le cas de la liberté d'association, si dans son primo régime d'encadrement, la liberté est encadrée dans un régime répressif complet, eh bien, dans ce cas-là, le législateur ne pourra plus modifier ce régime répressif que dans un sens encore plus libéral, dans un sens encore plus répressif. Ça ne veut pas dire que si la liberté est encadrée dans un régime répressif, le législateur ne peut plus modifier le régime d'encadrement de la liberté, mais il ne pourra le faire ici que dans le cadre d'un régime encore plus libéral, encore plus répressif. C'est ce qu'on va appeler l'effet cliquet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un cliquet. Un cliquet, c'est lorsque vous avez une roue dentée avec un petit bout de fer qui s'intègre dans un des crans de la roue. Si vous tournez la roue dans un sens, le cliquet va se soulever et va se déplacer vers un autre trou de la roue, d'un autre cran de la roue. Si maintenant vous souhaitez faire tourner la roue dans l'autre sens, eh bien le cliquet qui est engagé dans le cran de la roue s'opposera à ce que la roue tourne. Eh bien c'est la même chose pour le Conseil constitutionnel. La jurisprudence en matière de compétences pour encadrer l'exercice d'une liberté fonctionne de la même façon. Si vous êtes dans un régime préventif, eh bien, le législateur pourra toujours modifier, donc tourner la roue dans un autre sens, et pourra toujours aller vers un sens répressif, voire plus répressif. Par contre, si vous êtes dans une liberté qui est déjà encadrée dans un régime répressif, tout encadrement nouveau qui aboutirait à diminuer les garanties d'exercice de cette liberté serait considéré par le Conseil constitutionnel comme inconstitutionnel. Donc, lorsqu'on a dit dans le paragraphe précédent que le législateur était la seule autorité compétente pour encadrer une liberté fondamentale et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, choisir entre un régime répressif, un régime préventif, voire éventuellement en l'associant à un système de déclaration préalable. C'est vrai pour une liberté qui n'a jamais été encadrée dans un régime juridique. C'est faux si un régime juridique précédent existe. Dans ce cas-là, il ne peut modifier ce régime juridique d'encadrement de l'exercice d'une liberté que dans un sens plus libéral en la matière.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette section 2 sur la reconnaissance des libertés fondamentales par la loi. Section 3, mais que nous verrons dans une prochaine vidéo, section 3, la prise en compte des libertés fondamentales par le pouvoir réglementaire. Section 3, la prise en compte des libertés fondamentales par le pouvoir réglementaire, mais on verra ça dans la prochaine vidéo.